Bonjour à tous. Donc, pour débuter cette session de l'après-midi, je vais aborder la question du Covid et de la vaccination pour les patients atteints d'aplasie HPN. Donc, je ne suis pas une grande spécialiste du Covid, mais comme tout médecin, on a été impliqué dans la prise en charge de nos patients et dans l'actualité sur cette thématique. Mais je vais essayer donc de vous brosser un petit tableau des données qu'on a actuellement, sachant que ces données sont forcément préliminaires puisque les choses évoluent en temps réel. Donc, pour faire un bref rappel sur cette infection virale, donc c'est une infection principalement respiratoire haute et basse. Alors, quand on dit haute et basse, c'est la sphère ORL pour ce qui est haut, et bas, c'est les poumons. Par un virus qui est le SARS-CoV-2, qui fait partie des coronavirus qu'on rencontre régulièrement depuis très longtemps. Ce n'est pas des virus nouveaux, mais celui-là était nouveau et une interaction en particulier avec l'inflammation du système immunitaire qui est un peu particulière. Donc, c'est un virus qui donne principalement des infections pulmonaires basses, des pneumopathies, ce qui en fait sa gravité, et également qui favorise la survenue de thromboses et notamment d'embolies pulmonaires, qui sont des caillots, qui a expliqué un certain nombre d'aggravations très brutales chez les patients avant qu'on comprenne que ces patients en fait faisaient beaucoup d'embolies pulmonaires. Et depuis, on met chez tous les patients qui sont hospitalisés parce qu'ils ont une forme suffisamment sévère des traitements préventifs par prophylaxie, ce qui a permis d'améliorer significativement la prise en charge. Les autres manifestations très fréquentes désolé, mais le micro a été coupé, sont des... Si j'arrive à revenir en arrière, non, ça ne marche pas comme ça, qui sont des diarrhées assez fréquentes aussi, et puis des atteintes neurologiques dont les plus fréquentes sont l'anosmie, la perte de l'odorat, et la gueusie, la perte du goût. Et puis, sur le plan hématologique, on a vu un certain nombre de modifications. La plus fréquente, c'est la lymphopénie, donc la baisse très transitoire du taux de lymphocytes, il faut savoir, c'est fréquent dans un très grand nombre d'infections virales, d'avoir une lymphopénie à la phase aiguë d'une infection virale. C'est extrêmement fréquent. Et en soi, une lymphopénie, surtout si elle est transitoire, n'est pas forcément un facteur de gravité ou responsable d'un certain nombre de complications. Donc, on observe une augmentation des polynucléaires dans les formes sévères et des baisses des plaquettes qui sont relativement fréquentes, mais qui, dans l'immense majorité des cas, sont très modérées, puisqu'elles sont entre 100 et 150 000. Et si on regarde les patients qui ont les formes les plus sévères, on se rend compte qu'il y a moins de 5% des patients qui avaient des plaquettes qui descendaient en dessous de 100 000. Et le plus souvent, ça restait malgré tout très modéré. Et puis, parmi les autres manifestations, il y a une activation de la coagulation qui participe à un certain nombre de complications, en particulier les thromboses. Puis, on a vu des augmentations importantes de la ferritine au moment des infections, qui est liée aux cytokines pro-inflammatoires. Voilà. Mais ces modifications, que ce soit la lymphopénie, l'augmentation des PN ou la baisse des plaquettes, c'est évidemment transitoire et ça récupère complètement à l'issue de l'infection. Alors, quels sont les facteurs de risque de forme sévère de cette infection par le SARS-CoV-2 ? Les principaux sont l'âge, puisque le risque de forme sévère est de 5 fois supérieur quand on a plus de 60 ans. Et à l'inverse, si on a moins de 30 ans, on est protégé contre les formes sévères. Il y aurait un rôle du sexe masculin épidémiologiquement. Alors, on ne sait pas si c'est hormonal, si c'est lié aux habitudes de vie, aussi aux facteurs de risque. Et puis, il y a d'autres facteurs qui ont été retrouvés. L'origine ethnique a pu être mis en avant, mais c'est variable en fonction des études. Il y en a qui, après ajustement sur l'âge et les facteurs socio-économiques, qui sont des facteurs de comorbidité, ne retrouvent pas cette origine ethnique comme un facteur favorisant les formes sévères. L'hypertension artérielle, qui est clairement un risque important de forme sévère, puisqu'elle concerne 60% des patients en réanimation. Et puis, d'autres facteurs dont vous avez dû entendre parler, en particulier l'obésité, mais aussi le diabète. Voilà. Et les patients qui ont une insuffisance respiratoire chronique, il y a quand même 67% des patients qui, lorsqu'ils sont infectés, vont faire une forme sévère. Et puis, il y a probablement aussi un rôle d'hépatopathologie hépatique chronique. Donc, il y en a après beaucoup, mais ça, ce sont les plus importants.
Si on regarde chez nos patients en hématologie de façon très large, on voit qu'il y a un risque très important de forme sévère chez les patients qui ont une hémopathie, donc une leucémie ou un lymphome sous chimiothérapie, et que la mortalité chez ces patients est très élevée. Mais là encore, ces patients qui vont décéder du Covid dans ce contexte, c'est souvent des patients qui ont plus de 60 ans, qui par ailleurs ont plus de deux comorbidités, donc on a cité tout à l'heure, ou plus, et souvent des patients qui ont des leucémies aiguës. Si on regarde chez d'autres types d'immunosuppression, quand on regarde les patients qui ont eu une transplantation d'organes solides, on a là aussi des taux de mortalité qui sont assez élevés suite à cette infection. Mais de façon indépendante, on va retrouver les mêmes comorbidités, l'âge, l'hypertension artérielle, l'obésité, le diabète. Après, c'est des facteurs qui sont aussi chez ces patients qui ont été transplantés, parfois des facteurs de biais, puisque une des principales causes, si vous prenez les patients transplantés d'organes, en particulier transplantés rénaux, une des principales causes, c'est la néphropathie liée au diabète. Donc, il y a aussi des facteurs confondants. Ces patients ont souvent une insuffisance rénale, ils ont souvent une hypertension artérielle aussi parce qu'ils ont des médicaments. Donc, il y a aussi des facteurs confondants. Et puis, chez nos patients transplantés de moelle, de cellules souches hématopoïétiques, on a retrouvé, en fonction des études, des taux de mortalité qui étaient de l'ordre de 20-25%. Mais là encore, il faut voir qu'on a des facteurs confondants qui sont l'âge, qui sont les comorbidités dont on a cité. Et puis, ce qu'on a observé, c'est que souvent, c'est les patients qui étaient à très tôt après la greffe, qui faisaient des formes très sévères ou qui avaient un déficit immunitaire prolongé lié à une réaction du greffon contre l'autre ou d'autres comorbidités. Donc, on a beaucoup de patients greffés de moelle qui ont fait des formes tout à fait bénignes, y compris quelques patients qui étaient à moins de 6 mois de la greffe, qui ont fait des formes quasiment asymptomatiques. Donc, c'est pas vraiment tout. Voilà, c'est pas parce qu'on a été greffé que 10 ans après, on va forcément faire une forme sévère du Covid. Et on a beaucoup de patients qui ont fait des formes très peu symptomatiques. Si on se focalise sur l'aplasie médulaire et les patients atteints d'HPN, alors j'ai refait, pour faire ces diapos, un tour de la littérature et malheureusement, on a très, très, très peu de données. Alors, quelque part, c'est peut-être positif parce que, comme vous l'avez vu, chez les patients transplantés d'organes ou un sang rénochronique, on a très vite eu beaucoup d'informations sur le fait que c'était un facteur de risque majeur. Alors que là, s'il y a peu de données, c'est quand même probablement parce qu'il y a eu moins de formes sévères. Et nous, c'est l'expérience qu'on a eue à Saint-Louis, c'est-à-dire qu'on a finalement une majorité de patients qui soient des patients atteints d'aplasie médulaire ou d'HPN qui ont fait des formes très modérées, voire asymptomatiques, avec le Covid-19. Donc, c'est pour ça que globalement, on est de plus en plus rassurant. Donc, ce qu'on a pu observer, nous, dans notre expérience chez nos patients, chez les patients qui avaient une HPN hémolytique, c'est que ce virus, comme la plupart des virus, peut induire une hémolyse aiguë, parce qu'on en a parlé ce matin. Le complément est une protéine de l'inflammation. Donc, la synthèse du complément est activée, des protéines du complément est activée en cas d'infection. Et donc, forcément, ça va favoriser l'hémolyse. Et si on sature l'éculizumab pour les patients qui sont sous traitement, forcément, ça aggrave l'hémolyse. Mais ça, c'est quelque chose qu'on voit avec plein d'infections virales, bactériennes. Et c'est pour ça que quand il y a une hémolyse très importante, on peut être amené à donner précocement des injections d'éculizumab pour limiter le risque de thrombose en particulier et le risque d'hémolyse aiguë également. Alors, on a eu extrêmement peu de thrombose dans ce contexte. Alors, c'est aussi parce que informer du fait qu'il y a un risque d'embolie pulmonaire, ces patients, pour la majorité, quand ils faisaient une forme sévère du Covid, étaient mis sous héparine de baphomoléculaire en prophylaxie, et que quand il y a eu des hémolyses sévères, on a traité ces patients en réinjectant des doses d'éculizumab. On a vu une majoration des cytopénies indépendant de l'anémie chez un certain nombre de patients, mais relativement modérée pour la plupart, et qui a été résolutive à la fin de l'infection chez tous les patients
en dehors de contextes qui sont éventuellement des aggravations qui étaient déjà liées à l'aggravation d'une aplasie sous-jacente, où on s'est laissé un peu de temps et on a pu voir que ça ne remontait pas, mais ce n'était pas des choses déclenchées par le virus. Et puis, on a beaucoup de patients qui ont fait des formes qui ont été extrêmement peu symptomatiques, et ça, c'est tout à fait rassurant. Chez nos patients qui avaient des aplasies médulaires et qui recevaient encore de la cyclosporine, on a eu globalement très peu de formes sévères, ou alors chez les patients qui avaient des comorbidités importantes, donc probablement indépendantes de cette maladie hématologique. Et puis là encore, on a vu des aggravations transitoires des cytopénies, mais jamais extrêmement sévères. Alors pourquoi il n'y a pas de surrisque? Probablement parce que nos patients ont un déficit immunitaire qui est extrêmement moins important que les patients greffés de cellules souches hématopoïétiques ou transplantés d'organes. Et autant on sait que dans les semaines qui suivent un traitement par sérum antilymphocytaire, il y a un déficit immunitaire qui est important, mais c'est extrêmement transitoire et ça récupère très rapidement. Pour vous donner un ordre d'idée, par rapport à un patient qui est transplanté de moelle osseuse, les prophylaxies par Bactrim et Zénitrex qu'on peut être amené à donner après le SAL cyclo, on les arrête en général au bout de 2 ou 3 mois. Et alors qu'un patient greffé de moelle, on met au moins 12 à 18 mois, voire beaucoup plus longtemps à les arrêter. Donc, c'est vraiment un déficit immunitaire qui n'a rien à voir et c'est absolument pas comparable. Et voilà. Et puis, on a des patients qui ont probablement beaucoup moins de comorbidité aussi, qui puissent expliquer qu'on ait eu peu de formes sévères. Alors, il y a des interrogations sur l'effet protecteur de certains inhibiteurs du complément qui a été fait l'objet de publications. C'est possible que ça ait pu jouer aussi un rôle chez certains patients en termes protecteurs, mais pour l'instant, on n'a pas suffisamment de données pour l'affirmer. Pour ce qui est de la vaccination, donc vous savez qu'à l'heure actuelle, en France, il y a 4 vaccins qui sont disponibles, 2 qui sont des vaccins ARN, donc qui utilisent un vecteur ARN qui va permettre la synthèse des protéines contre lequel on va s'immuniser, donc qui a une durée de vie très, très courte dans l'organisme. Il n'y a aucun risque que ça s'intègre et que ça persiste. Et ces 2 vaccins, donc le Pfizer et le Moderna, qui nécessitent à peu près 2 injections à 3 à 6 semaines d'intervalle tous les 2. Et puis 2 vaccins qui sont des vaccins à vecteur adénoviraux non réplicatifs, l'AstraZeneca qui a 2 injections et le Janssen qui a 1 injection. Donc là encore, c'est important de voir le terme non réplicatif, c'est des vaccins, c'est des vecteurs viraux qui ne peuvent pas être à l'origine d'une infection par le virus. Dans aucun des cas, on ne peut déclencher la maladie après avoir été vacciné par le vaccin. On peut attraper le virus parce qu'on a été en contact avec quelqu'un qui l'avait à la même période, mais il n'y a absolument aucun risque. C'est pareil pour la grippe, c'est pareil pour l'hépatite B. On ne peut pas faire la maladie parce qu'on a été vacciné. Globalement, des données qu'on a à l'heure actuelle, c'est que ces vaccins, à moyen terme, ont une efficacité à peu près similaire, qu'il faut au moins un délai de 2 semaines après la première dose pour pouvoir commencer à avoir un effet. Et que le principal effet est de protéger contre les formes graves, c'est-à-dire les formes qui nécessitent une hospitalisation et qui mettent en jeu le pronostic du patient. Mais dans aucun cas, on a de certitude que ça diminue la possibilité on sait qu'on peut attraper le virus quand on a été vacciné et on n'a pas de certitude sur l'effet sur le risque de transmission, même si on espère que le fait que d'avoir été vacciné va réduire la durée et l'importance de la période pendant laquelle on porte le virus et donc de le transmettre. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore des données extrêmement solides sur ce point. Pour ce qui est des effets secondaires, parce que c'est la grande question que tout le monde se pose, alors vous savez qu'évaluer l'imputabilité d'un effet secondaire pour un médicament est très difficile parce que ça dépend aussi de ce qui se passe autour du patient quand il reçoit le médicament. Il peut avoir faire des manifestations qui n'ont rien à voir avec le médicament qu'il peut recevoir et qui sont liées à tout à fait autre chose. Et donc, c'est la récurrence de ces effets secondaires qui va être un des éléments majeurs avec le délai entre la vaccination et la survenue. Donc, pour détailler un petit peu, pour le vaccin Pfizer, donc, il y avait eu au moment où j'ai fait ces diapos à peu près plus de 20 millions d'injections qui avaient été faites en France et on estime qu'il y a à peu près un effet secondaire pour 1000 injections et que pour 100 000 injections, il y a 31
effets indésirables graves rapportés. Ça ne veut pas dire qu'ils sont tous liés au vaccin. Ça veut dire qu'ils ont été rapportés aux autorités de santé. Et il n'y a aucun effet secondaire grave lié avec certitude à ce vaccin, ni un effet secondaire grave fréquent. Donc, le seul effet secondaire qui est considéré comme lié au vaccin, c'est l'hypertension artérielle qui peut être observée au décours de l'injection. Et puis, il y a un certain nombre de manifestations qui ont été mises sous surveillance parce que il y avait des éléments qui nécessitaient de vérifier que ce n'étaient pas des choses qu'on rapportait à une fréquence trop importante et qui soient considérées comme liées au vaccin. Donc, vous voyez, il y en a un certain nombre, en particulier le zona ou les troubles du rythme cardiaque, des épisodes hématologiques, thrombopénie immunologique. Après, ce qui rend très difficile, c'est que quand vous vaccinez toute la population, vous pouvez imaginer que des maladies, il y a un certain nombre de gens qui vont en développer, mais ces gens, ils auraient peut-être développé aussi ces maladies s'ils n'avaient pas eu le vaccin. Donc, c'est pour ça que il faut rester extrêmement prudent et surveiller, mais l'imputabilité est quelque chose de difficile à porter avec certitude si ce n'est pas quelque chose qui revient de façon fréquente. Pour le vaccin Moderna, donc vous voyez là, on a un nombre d'injections qui est beaucoup plus faible, mais on retrouve à peu près la même fréquence d'effets indésirables, un effet indésirable pour 1000 injections et 22 effets indésirables graves pour 100 000 injections. Là encore, il n'y a pas d'effet indésirables graves qui soient rapportés comme liés au vaccin, et ceux qui ont été liés, c'est essentiellement des réactions type hypertension artérielle ou des réactions locales retardées de type œdème, inflammation. Et puis là encore, il y a quelques effets qui ont été considérés comme sous surveillance. Alors, j'ai précisé que celui-là était autorisé chez les femmes enceintes. En fait, ils sont tous autorisés chez les femmes enceintes, en dehors des restrictions d'âge apportées pour les vaccins adénoviraux. Pour ce qui est de l'AstraZeneca, donc il y avait à peu près un peu plus de 4 millions de doses administrées. Donc, on a un nombre d'effets indésirables qui est un peu plus important rapporté. Et de même, il y a un peu plus d'effets indésirables graves et donc, dont vous avez entendu parler, donc notamment les thromboses, dont on a considéré qu'ils étaient avec certitude liés à l'injection par le vaccin. Et au total, en France, il y a eu 42 cas au moment où ces données ont été publiées de thromboses rapportées au vaccin, dont 11 décès. Et ces thromboses étaient dans un certain nombre de cas un peu particulières parce que soit c'est des thromboses qui sont habituellement rares, des thromboses veineuses cérébrales ou ce qu'on appelle des thromboses planchniques, c'est-à-dire au niveau des vaisseaux digestifs, et parfois associées à une activation de la coagulation, ce qu'on appelle la coagulation intravasculaire disséminée, qui est une maladie qu'on connaît dans d'autres contextes et qui a pu être qui favorise les thromboses et qui a pu être identifiée chez certains de ces patients. Mais bon, encore une fois, on est sur des événements qui sont extrêmement rares puisque on est à 36 cas au total, enfin 36 cas de ces thromboses particulières et 42 cas de thromboses au total, dont 11 décès. Voilà. Et puis, il y a un certain nombre de réactions, un peu les mêmes qu'on retrouve avec les autres vaccins, qu'on a pu également observer et qui sont, entre guillemets, dites sous surveillance pour vérifier qu'il n'y a pas de récurrence supérieure. Pour ce qui est du vaccin Janssen, pour l'instant, honnêtement, les données, le nombre d'injections sont extrêmement limitées, mais le profil de ce qu'on sait des États-Unis notamment, et c'est probablement des effets secondaires qui sont similaires à celui en fréquence qu'on observe avec l'AstraZeneca. C'est le même type de vaccin, la même famille. Donc, dans le contexte de l'HPN, et en particulier par rapport aux questions qui ont pu être posées par rapport au risque de thrombose, nous, on avait recommandé de ne pas utiliser les vaccins AstraZeneca chez les patients HPN parce que de base, ils ont un risque de thrombose plus élevé et que par définition, ces risques de thrombose, ils sont cumulatifs. D'accord. Donc, forcément, si on a de base un risque de thrombose plus élevé, on va thromboser plus facilement. Donc, c'est pour ça qu'on a conseillé, même si c'est basé sur aucune statistique comme quoi il y aurait plus de thrombose après l'AstraZeneca chez les patients HPN. Mais c'est, on va dire, un principe de précaution. Voilà. Pour ce qui est des cytopénies potentiellement induites par le virus ou par le vaccin, ce n'est pas parce qu'on a 100 000 plaquettes qu'on va forcément plus facilement faire une cytopénie immunologique après une vaccination.
Ça, c'est pareil. Ça n'augmente pas le risque de faire des complications immunologiques plus fréquentes, d'avoir une maladie dysimmunitaire. Est-ce que nos patients sont à risque de ne pas répondre au vaccin? Jusqu'à présent, ce qu'on a identifié comme facteur de risque de mauvaise ou de non-réponse au vaccin, c'est essentiellement des immunosuppressions qui sont très importantes. C'est le cas des patients qui ont une maladie de type hémopathie, leucémie en cours de chimiothérapie, ou qui reçoivent des anticorps monoclonaux, un peu comme le Soliris, mais qui là ciblent les lymphocytes B, qui sont les lymphocytes qui participent à la production des anticorps. Donc, chez ces patients, on sait qu'il y a une très mauvaise réponse au vaccin. De la même façon, chez les transplantés d'organes solides qui ont des immunosuppresseurs au très long cours parce qu'on ne les arrête jamais, on sait que ces patients, avec les autres vaccins, ont des mauvaises réponses et avec ce type de vaccin, ils ont aussi des très mauvaises réponses. Puis, pour les patients greffés de cellules souches hématopoïétiques, on sait que s'ils ont été greffés très récemment ou qu'ils ont une réaction du greffon contre l'autre qui en elle-même induit un déficit immunitaire et qui nécessite une immunosuppression au long cours, on sait que la probabilité de réponse est mauvaise. Mais quand on a regardé, nous, chez nos patients, leur réponse au vaccin, on a une majorité de patients avec un déficit immunitaire qui est beaucoup plus important que celui qu'on a dans l'aplasie, même quand on a de la cyclosporine depuis 2 ans. On a une majorité de nos patients greffés qui ont bien répondu. Donc, globalement, ces données sont quand même assez rassurantes et on pense qu'il n'y a pas de raison que les patients qui ont une aplasie médulaire ou une HPN sous Soliris ne répondent pas au vaccin. On est en train de regarder au fur et à mesure ces données en testant les patients qui sont suivis chez nous, mais globalement, il n'y a pas de raison qu'ils ne répondent pas. Donc, c'est plutôt assez rassurant sur ce point. Donc, est-ce qu'il y a... Je ne sais plus ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a des risques? Donc, quels sont les risques, oui, donc, qu'on peut dire spécifiques liés au Covid, indépendamment des autres facteurs de risque potentiels, indépendants de facteurs de risque liés aux autres comorbidités éventuellement, si on peut dire ça, donc l'âge, l'obésité, l'hypertension artérielle, tout ça. On peut dire que globalement, quand on a une HPN hémolytique, oui, le fait de faire le Covid augmente le risque d'épisode hémolytique. Et quand on hémolyse, on sait que ça augmente le risque de thrombose. Donc ça, c'est un risque qui est réel. Et donc, c'est pour ça qu'il faut être prudent, même si ce n'est pas 100% des cas. Et puis, on peut observer des cytopénies transitoires pendant la période de l'infection. Et puis, est-ce qu'il y a des risques spécifiques dans cette population qu'on peut attendre liés au vaccin? C'est très théorique, encore une fois. Donc, on peut observer une augmentation du risque de thrombose avec l'AstraZeneca, mais on ne l'a pas démontré. Est-ce qu'on peut probablement observer, comme avec d'autres vaccins, des hémolyses post-vaccin, parce que là encore, ça active le système immunitaire chez les patients qui ont une HPN. Et nous, en général, on a tendance à vacciner nos patients au moment où ils reçoivent leur injection d'éculizumab pour diminuer ce risque, puisque c'est la période où la couverture est la meilleure. Et puis, on peut observer une majoration, effectivement, des cytopénies qu'on peut observer au décours d'un vaccin, comme on en voit parfois aussi chez les patients greffés de moelle qui ont une moelle un petit peu plus fragile. Et puis, ce qu'on peut dire, c'est que les patients qui ont reçu un traitement par sérum anti-lymphocytaire, on va éviter de les vacciner s'ils ont reçu ce traitement dans un délai de moins de 3 mois, parce que la probabilité qu'ils aient une bonne réponse est un peu plus faible parce qu'il y a une vraie immunodépression pendant cette période. Donc, globalement, nous, notre recommandation, c'est de vacciner tous les patients. Alors, j'ai mis de plus de 16 ans parce qu'à l'époque, quand j'ai fait ces diapos, il n'y avait pas d'autorisation chez les moins de 16 ans. Mais on va pouvoir également vacciner tous les patients qui ont plus de 12 ans, tous les adolescents, dès que ce sera autorisé. Donc, voilà, en termes de risque de transmission aussi au reste de la population, c'est important que tout le monde soit vacciné.